journaliste, moi. Je ne me mettrai pas sur l'agenda des journalistes. Je vais dire, je vais attendre de voir des faits additionnels avant de prendre une décision. C'est pas grave s'ils ne nous parlent Très pas bien. de Noël C'est aujourd'hui. sage. Il faut qu'on aille écouter, justement. Pierre est très sage. On va écouter François Legault. Merci, les amis. À demain. Ça continue d'augmenter aux États-Unis, mais on voit que le Québec, quand même, pour la deuxième vague, s'en tire beaucoup mieux, en tout cas que les États-Unis, puis que la plupart des pays en Europe. Là, quand on regarde, entre autres, le nombre de décès par million d'habitants, on s'en tire beaucoup mieux, donc, pour la deuxième vague. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis. On a encore des gros défis, entre autres au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je veux commencer par parler du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pardon. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, on continue d'avoir, c'est l'endroit là, par million d'habitants ou par 100 milliers d'habitants où il y a le plus de cas actifs, où il s'ajoute le plus de cas, toute proportion gardée. Donc, il faut vraiment donner un coup de barre au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis je connais bien les gens au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce sont des gens qui sont fiers. Et il n'y a pas 56 000 façons d'y arriver. Il faut réduire le nombre de contacts, entre autres dans les maisons, là, donc moins de visites entre amis. Et on est capable, on a réussi à le faire dans la capitale nationale au cours des dernières semaines, de réduire le nombre de contacts et de réduire le nombre de cas. Donc, c'est important de le faire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'invite tous les citoyens et citoyennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean à se prendre en main, à donner un coup de barre dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je sais que vous êtes capables de grandes choses et donc je fais un appel spécial aux citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sinon, mais écoutez, quand on regarde la situation au Québec, il y a des bonnes nouvelles. On voit que le nombre de nouveaux cas se stabilise. Il faut faire attention quand on regarde le nombre de cas, là, comme là, on a aujourd'hui les cas de dimanche, donc il y a moins de tests, mais ça se stabilise, 1200, 1300 cas par jour. Donc, on semble avoir atteint un nouveau plateau. C'est encourageant, donc il n'y a pas d'augmentation exponentielle. La situation aussi reste sous contrôle dans les hôpitaux. Donc, on est en bas du 600 cas. C'est sous contrôle aussi dans les CHSLD, même si on a des cas, c'est important de le dire, il y a beaucoup moins de cas qu'au printemps. C'est le jour et la nuit. Nos écoles, les augmentations, on parle d'une trentaine de classes qui sont ajoutées aujourd'hui. Donc, ça aussi, ça se stabilise. Puis, la situation aussi, on peut dire qu'elle se stabilise dans les entreprises. Là. Puis, oublions pas, on a 95 de nos entreprises qui fonctionnent actuellement. Donc, on semble avoir trouvé un certain équilibre. Et donc, ça veut dire que les mesures qu'on a en place, qu'on a mises en place, fonctionnent. Bon, l'autre nouvelle encourageante, c'est du côté des vaccins. Après Pfizer, maintenant Moderna, qui dit qu'il pourra avoir un vaccin de prêt en 2021. Donc, évidemment, il n'y a rien de garanti, mais quand on parle aux experts, là, on peut penser que peut-être, d'ici l'été prochain, on pourrait commencer à retrouver une vie à peu près normale. Donc, ça, c'est aussi très encourageant. Donc, on passe bien à travers la deuxième vague et puis on voit la lumière au bout du tunnel. Là. On semble enfin voir la fin de cette crise-là, là, quelque part en 2021. Par contre, notre grosse obsession, notre gros sujet de discussion actuellement, c'est qu'est-ce qu'on va être capable de faire pour le temps des fêtes. Donc, je veux vous dire que les discussions se poursuivent avec la santé publique. Je vous le répète, il n'y aura pas de gros party là, à 25 ou 50 personnes. On essaie de voir quel est le nombre de personnes qu'on va pouvoir réunir dans les maisons sans relancer une nouvelle vague. Et on va essayer de vous dire ça dans les prochains jours.
Donc, je comprends, là, il y a beaucoup de Québécois qui nous lancent des signaux, qui nous disent bien là, il faudrait planifier mon temps des fêtes, il faudrait se préparer, combien je reçois de personnes, est-ce que Noël, seulement Noël et jour de l'an, bon, bref, beaucoup de questions. Puis je comprends que les gens, plus vite ils seront, bien, plus vite ils seront capables de planifier. Même chose pour les écoles. On aimerait ça être capable dans les prochains jours de vous dire exactement qu'est-ce qui va se passer pour les écoles. Pour être très transparent, ce qu'on regarde, là, c'est peut-être d'allonger un petit peu les vacances après Noël et jour de l'an. Pourquoi? Bien, pour qu'il y ait une espèce de quarantaine pour les enfants, donc avant de les retourner à l'école, suite à ces rassemblements familiaux qu'on va voir pendant le temps des fêtes, bien, se donner le temps là, d'avoir une quarantaine avant de retourner à l'école avec d'autres enfants. Donc, on a une mission, là, une mission qui est collective au cours des prochaines semaines. Si on veut se donner la chance de pouvoir voir le plus de familles possible pendant le temps des fêtes, bien, il faut faire des efforts d'ici Noël. Donc, on a tous ensemble à travailler, à faire des efforts d'ici Noël. Plus on va arriver vers la mi-décembre avec un bon contrôle, le niveau le plus bas de cas, des hôpitaux qui sont sous contrôle, bien mieux on pourra ouvrir un petit peu les vannes pendant le temps des fêtes. Donc, je conclue en vous disant, je le sais que les Québécois sont tannés. Là. Imaginez-vous, moi le premier, là, je suis vraiment très tanné. J'aimerais ça vous parler d'autres choses, puis de travailler sur d'autres choses. Mais il y a de l'espoir. On est en train de gagner la bataille de la deuxième vague. On a atteint un certain équilibre. Moi, je suis convaincu qu'on va la gagner, la bataille, mais pour la gagner, il faut se battre. Et là, il faut faire des efforts jusqu'à Noël pour qu'on soit capable de se permettre un beau Noël puis un beau temps des fêtes. Donc, je demande la collaboration de tous les Québécois. Good afternoon. Bonjour. Nous avons été en mesure de nous battre contre cette deuxième vague jusqu'ici, sauf pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où la situation est néanmoins stable. Nous voyons que la fin arrive avec le vaccin à l'horizon, mais jusqu'à ce que ce jour arrive, il nous faut continuer de nous battre. Ce n'est pas le temps de baisser la garde. Il faut continuer tous nos efforts pour gagner ce combat. La prochaine étape, c'est Noël. Nous préparons un plan des fêtes avec les autorités sanitaires. Nous voulons un Noël adapté et en bonne santé dans nos familles. Nous allons annoncer bientôt notre plan afin que chacun puisse se préparer en conséquence. Il va falloir quand même être en bonne posture en décembre à cette fin. C'est par conséquent nous avons une mission collective. Il faut contenir et endiguer cette deuxième vague afin d'imaginer un Noël en famille. Il faut pratiquer les règles sanitaires de façon stricte et je compte sur vous tous et toutes. Je vous remercie. Donc, on va débuter la période de questions. On va prendre une question, une sous-question par journaliste. On va débuter par Philippe Bonneville, Cogeco Nouvelles. Bonjour à vous trois. Vous avez parlé, des écoles. Il y a beaucoup de parents qui vous écoutent chaque jour quand vous faites des points de presse. Beaucoup d'inquiétudes ou les gens se disent il faut qu'on s'organise. Là. Ça commence à venir vite. Vous allez annoncer ça au cours des prochains jours, probablement. Et vous avez donné certains indices. Vous dites ce qu'on regarde, c'est de prolonger les vacances de Noël. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on s'enligne plus sur après Noël des semaines supplémentaires? Et est-ce que on peut penser que les enseignants auront à offrir une prestation de service à 100 % dans ces semaines-là, ou si ce sera un prolongement de vacances, comme vous l'avez dit? Non, pendant ces semaines-là, si jamais on étend les vacances, il n'y aurait pas de prestation de service à donner pendant ces semaines-là. La question qu'on se pose, quand on parle d'avant Noël, c'est de voir
s'il y avait eu, puis là, ce n'est pas le cas, une augmentation importante, il y aurait eu une urgence de poser des gestes. Ça ne semble pas être le cas. Là, c'est davantage en fonction de peut-être mettre en place une espèce de quarantaine pour après les rassemblements familiaux, avant de retourner à l'école. Donc, on regarde plus actuellement pour après les vacances normales. Et est-ce que ces semaines-là, vous aviez parlé de discussions avec les syndicats, à savoir, on pourrait peut-être reprendre ça fin juin, début juillet. Les syndicats ont été très rapides à dire, il n'y en est pas question. Est-ce que les syndicats sont finalement, les syndicats de profs sont trop forts et vous avez abandonné l'idée de reprendre un peu plus tard la prestation scolaire? Ou si vous pensez encore que les élèves ayant pris du retard au fil des mois doivent absolument reprendre ces journées de classe un jour ou l'autre? Bon. Habituellement, à Noël, il y a 2 semaines de vacances. Là, on parle peut-être d'en avoir 3 ou 4. Là. Donc, c'est pas dramatique. C'est pas une augmentation importante du nombre de jours de classe qui vont être manqués. C'est certain qu'on tient compte de la réaction, entre autres la FAE, qui a dit qu'il n'en est pas question de prolonger à la fin juin. Donc, on en tient compte. On tient compte aussi du fait qu'il y a des parents qui vont retourner au travail. Puis, il faudrait peut-être au moins que les garderies dans les écoles soient ouvertes pour aider ces parents-là. Donc, il y a ça dont on tient compte. Donc, c'est ça qu'on pèse. Est-ce qu'on ajoute aux 2 semaines régulières une 3e ou une 4e semaine? Il n'y a rien de décidé, mais on devrait prendre la décision au cours des prochains jours. On va y aller avec Andy Saint-André, TVA Nouvelle. Oui, bonjour à vous 3. Je regarde ça, hausse significative des hospitalisations, 47 nouvelles hospitalisations. Est-ce qu'on est à un point de rupture en ce moment dans certaines régions? Autrement dit, est-ce qu'on se dirige vers des transferts de patients d'une région ou d'une ville à l'autre? Oui, bien, je vais laisser la réponse à Christian, mais juste vous dire, je vous l'avais dit la semaine dernière, quand on a vu l'augmentation de cas dans les dernières semaines, sans à peu près aucune augmentation d'hospitalisation, on sentait que ça s'en venait. Donc ça vient de l'augmentation des semaines précédentes. Maintenant, effectivement, c'est important de regarder dans quelle région sont ces hospitalisations. Je sais que Christian regarde ça très proche. Je vous dirais qu'on en a à peu près 25 du chiffre d'aujourd'hui. Là, j'ai regardé le détail ce matin, mais sans aller trop dans le détail, qui viennent de transferts, par exemple, de CHSLD où on pensait que c'était mieux d'avoir ces gens-là en hospitalisation pour mieux les servir. Donc, il y en a une partie de transfert. Ce n'est pas des nouveaux cas, mais c'est des cas qui sont maintenant en hospitalisation. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont répartis à l'échelle du Québec. Puis c'est sûr qu'il y en a une portion importante au Saguenay-Lac-Saint-Jean, étant donné l'augmentation. Je dis souvent qu'une journée ne fait pas la nouvelle. Là. Alors donc, faisons attention, mais c'est sûr que ce que le premier ministre vient de dire, les 1200, 1300 cas qu'on a eus depuis plusieurs jours finissent par se transférer en hospitalisation. Alors, c'est sûr qu'on va suivre ça très proche, mais je vous dirais que c'est également réparti, mais il y en a une bonne partie aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dossier Martin Prudhomme, M. Legault. Oui. Est-ce que votre objectif, c'est de le mettre dehors? Écoutez, moi, depuis le début, là, je ne me suis pas mêlé du dossier, puis on a laissé les emplois supérieurs, puis les gens qui s'occupent de la partie administrative s'occuper du dossier. Puis étant donné que c'est judiciarisé, que c'est devant les tribunaux, vous allez comprendre que je ne ferai pas de commentaires, mais je ne me suis pas mêlé du dossier depuis le début, puis je n'ai pas l'intention de m'en mêler. Merci. On va y aller avec Guillaume Bourgault, côté Le Devoir. Oui, bonjour, M. Legault. J'aimerais savoir, pour ce qui est de ce qui sera décidé pour le temps des fêtes, est-ce que ça pourrait être des solutions à la carte, c'est-à-dire un peu selon le système des alertes régionales, que ce ne soit pas les mêmes permissions d'une région à l'autre, ou pour ce qui est de la période des fenêtres ou des fêtes, au contraire, vous allez y aller avec une solution uniforme à travers le territoire? On va essayer de garder ça simple. Hein? Moi, j'essaie de garder ça simple. Donc, ça veut dire à grandeur du Québec. OK. Mais ça veut dire, par exemple, vous parliez du Saguenay-Lac-Saint-Jean tout à l'heure, qui est plus préoccupant aujourd'hui. Peu importe ce genre de détails-là régionaux, lorsque vous adopterez la position que vous allez annoncer bientôt, elle va s'appliquer à l'échelle du Québec. C'est ce que je comprends. Regardez ça le plus simple possible. Là. Hein? Donc, tout le monde est d'accord, c'est ça? Oui, on est d'accord. J'aimerais savoir, dans le calcul que vous faites à l'heure actuelle par rapport à cette décision-là, justement, puis c'est peut-être une question pour M. Arruda davantage,
Comment on est capable d'établir quelle est notre marge de manœuvre, autant dans la capacité du système de santé de soutenir une augmentation des cas qui pourrait venir d'une augmentation des contacts? Comment on arrive à évaluer ça précisément? Bien, c'est une analyse complexe qui prend plusieurs facteurs, qui doit prendre aussi en considération la réponse de la population, le comportement. Parce qu'on a beau prescrire, si les gens ne font pas ce qu'on dit, ça va avoir des impacts. Et c'est pour ça qu'on le regarde à la fois l'épidémio. Combien on a de cas? Actuellement, on a réussi à rester dans un certain plateau. Puis on va voir si, avec les efforts qu'on continue, on ne va pas voir une baisse, qui va être un bon indice. Le nombre d'hospitalisations, bien entendu, la quantité d'éclosions, est-ce qu'on est en capacité de contrôler ou pas, la capacité d'enquêter, tout ça, c'est des facteurs qui sont pris en compte. Après ça, on regarde où ont été les milieux où il y a eu le plus de transmission, quels ont été ces milieux-là. Ceux-là, dans le fond, il faut être capable de les contrôler. En fait, il faut essayer de postuler sur la base de cette analyse-là, je vous dirais, là, qui est à la fois épidémiologique, mais il n'y a pas de recette parfaite. Hein. Je veux dire, il n'y a pas un textbook qui va dire de l'OMS, ou même quand on compare la France puis le Québec, quand on parle qu'on a fermé les restaurants en France, mais ils ferment à 9 heures, c'est pas nécessairement la même chose qu'ici. Et entre ce qu'on prescrit puis ce qui se passe sur le terrain, il y a deux mondes. Fait que je vous dirais que c'est un mélange de science, de projection sur la base de l'analyse que font des experts en santé publique, qu'on fait nous. Et après ça, on conseille le gouvernement à faire différents scénarios. Si on ouvre certains éléments, il y a des risques qui augmentent. Qu'est-ce qu'on veut aussi viser? Hein, dans le fond, on veut viser quoi, là? Actuellement, le principal objet, c'est de viser un Noël familial, en santé et adapté. On sait qu'on ne peut pas faire des parties comme dans l'ancien temps. Fait que c'est ça l'analyse. C'est une grande réponse. On va me dire que j'aurais dû parler moins longtemps, mais c'est ce que je voulais vous exprimer. Mais Christian veut rajouter quand même. Je ne veux pas trop rallonger, mais deux choses. Rappelez-vous, à tous les vendredis, on a une étude de l'INES. Puis l'INES regarde toujours 4 semaines à l'avance pour voir les projections. Lorsqu'on a commencé à avoir 1200-1300 par jour, 1200-1300 cas par jour, c'est ça qui nous inquiète du côté des hospitalisations, parce qu'on est en train de perdre la marge de manœuvre qu'on avait depuis plusieurs semaines. Quand l'INES nous disait, au niveau de 1000 cas, là, on était correct, on voyait que c'était stable, on ne voyait pas de détérioration. Alors, c'est le seul facteur que je rajouterais, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même s'il y a d'autres facteurs, aujourd'hui, une journée à 1000, si on était capable de revoir ça pendant plusieurs jours, je vous dirais qu'on se redonnerait une certaine marge de manœuvre du plateau avec lequel on était plus confortable il y a peut-être une semaine ou deux. Alors, je pense que ça, c'est pratique, vous le voyez, puis j'ai hâte de voir les chiffres qui vont nous être annoncés par l'INES vendredi, mais ça, là, c'est quelque chose de très important qu'on suit avec la santé publique puis avec nos partenaires qui émettent ces opinions-là. Ça va? François Carabin, Journal Métro. Bonjour, monsieur. Monsieur Legault, vous avez fait mention des vaccins, un nouveau vaccin de Moderna qui a une efficacité peut-être presque inespérée à ce moment-ci. C'est des bonnes nouvelles qui arrivent dans le milieu de la santé. Là, c'est deux vaccins qui fonctionnent à peu près de la même façon. L'entreposage est un peu différent. Pour la santé publique et pour le ministère de la Santé, est-ce qu'il y a un vaccin qui est favorisé dans la distribution, dans son efficacité? Déjà, est-ce que vous pouvez dire ça aujourd'hui? Bien, je ne suis pas un spécialiste, là, mais ce que je comprends, c'est que le vaccin de Moderna ne nécessite pas du moins 80, mais plus du moins 20. Donc ça, c'est peut-être plus facile. Mais je ne suis pas un spécialiste, là, mais on se prépare à toutes les possibilités. Moi, je veux que dès que le vaccin va être reçu, qu'on soit capable de le distribuer rapidement dans toutes les régions du Québec, avec un ordre qui sera choisi par le gouvernement du Québec. Mais pour en savoir plus là, sur les avantages, les désavantages de chaque vaccin... Écoutez, ces deux vaccins ARN qui nous surprennent dans leur épidémiologie, même le Dr Fauci le disait, il était surprenant d'avoir 95% d'efficacité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vaccins qui ont cette efficacité-là comme telle, donc on est content. Et je pense que dans le contexte actuel de pandémie et de rareté quand même du vaccin, faire la fine bouche entre un modèle ou un autre, quand on a un effet à peu près similaire, on n'a pas ce moyen-là. C'est vrai qu'à moins 20, c'est plus simple qu'à moins 70, mais on se prépare déjà dans le contexte à prendre celui du moins 70. On ne veut pas refuser des doses de vaccins
qui permettrait de sauver la population. Je vais en profiter pour dire aussi aux gens que c'est encore le temps de se faire vacciner pour la grippe, parce qu'on veut aussi protéger les gens comme tels. Et il y a eu des choses qui ont circulé dans la population disant qu'il y avait un lot de vaccins qui était problématique. Là, je peux vous dire que les vaccins qui sont distribués au Québec sont sécuritaires et nos experts regardent toute la situation. Fait que j'invite la population à profiter du vaccin de la grippe. Puis quand on aura la vaccination de la COVID-19, on le fera. Et rapidement, M. Legault, le président ou le propriétaire, c'est-à-dire de Garda World, vous demande d'intervenir dans ses tentatives d'acheter G4S, qui est un grand conglomérat de sécurité. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bien, j'ai écouté l'entrevue avec Patrice Roy, là, qui lui a demandé « Qu'est-ce que vous demandez? » Puis il n'y a pas vraiment eu de réponse. Peut-être pour résumer un peu la situation, on a la Caisse de dépôt qui investit dans une entreprise américaine qui s'appelle Allied. Et on a cette entreprise-là qui veut acheter une entreprise britannique, G4S. Et, hasard, il y a une compagnie québécoise qui s'appelle Garda qui veut acheter la même compagnie au Royaume-Uni. Je pense pas que la Caisse là, va ajouter du financement chez Allied. Par contre, ils ont proposé 1 milliard de dollars de financement à Garda, l'entreprise québécoise, pour les aider à faire l'acquisition. Là, c'est pas clair ce que M. Crétier demande, mais c'est pas clair. Qu'est-ce qu'il veut qu'on... Je pense pas que la Caisse ait le pouvoir puis la légitimité de dire à l'aide, ne faites plus d'offres sur l'entreprise anglaise. Là. C'est ça, là, c'est pas clair ce que demande M. Crétier. Vous allez laisser les affaires à leur cours. Oui, bien écoutez, à part d'aider Garda à financer une éventuelle acquisition, là, qu'une autre entreprise veuille faire la même acquisition, c'est pas vraiment sous mon contrôle. Là. Merci. On va passer à François Garipi de Radio X. Bonjour à vous trois. Monsieur Legault, en fait, vous avez débuté votre point de presse en parlant de mesures qui fonctionnent, d'un certain équilibre atteint. Mais comme plusieurs Québécois, aujourd'hui, je suis un peu déçu. Je m'attendais à ce que vous annonciez Noël aujourd'hui, un peu comme Mme Guilbeault l'avait annoncé, cap vers Noël la semaine dernière. Enfin, ma question est peut-être banale, mais quand annoncerez-vous les mesures sanitaires en lien avec le temps des fêtes? Parce que la seule question qui préoccupe les Québécois présentement, c'est est-ce qu'on va voir grand-maman durant le temps des fêtes? Exactement. C'est pour ça. On est le 17 novembre. Noël, cette année, ça tombe le 25 décembre. Et je veux, dans les prochains jours, donc un mois à l'avance, donner la chance à ceux qui auront à préparer la dinde, les tourtières, etc., de savoir combien ils vont pouvoir recevoir de personnes. Donc, au cours des prochains jours, on va dire ça aux Québécois. J'aurais peut-être une deuxième question pour M. Arruda en lien avec les vaccins. Oui. Monsieur Arruda, concernant la stratégie de vaccination qui sera établie dans les prochaines semaines, on voudrait savoir quel sera l'ordre de priorité de vaccination. Est-ce que ce sera la santé publique qui fera le tri au niveau de l'ordre des priorités? Aussi, est-ce que les personnes vaccinées pourront être exemptées du port du masque et de d'autres mesures sanitaires par la suite? C'est une question qui, évidemment, fait son chemin. Et finalement, est-ce que la vaccination sera obligatoire? C'est une question que les Québécois veulent connaître. Bon, 3 éléments. Il faut dire que les priorités de vaccination sont établies scientifiquement parlant avec des comités consultatifs sur l'immunisation. Il y en a un au Canada, on en a un au Québec. Et c'est clair qu'on va prendre des recommandations combinées des deux. On verra ce que c'est. Absolument, on vaccine les gens qui ont une bonne réponse immunitaire, mais qui peuvent aussi être protégés. Fait que ça, la liste n'est pas encore faite parce que les vaccins ne sont pas encore sortis. Il faut vraiment avoir certains éléments. Donc ça, c'est une des choses. Puis après ça, on va y aller en priorité en fonction de la quantité de doses disponibles. Pour ce qui est maintenant de l'autre question, c'est si on pouvait arrêter de porter le masque. Ah oui, c'est ça. Suite à un vaccin, est-ce qu'on peut présumer qu'on aura plus besoin de porter le masque? Il faut comprendre que le vaccin n'est jamais efficace à 100%. On parle à 95%. Je pense que tant que le virus va circuler beaucoup, en tout cas, dans les scénarios qu'on me propose, il n'y a pas question de dire aux gens, toi, tu as été vacciné, tu portes plus de masque, puis tu fais pas attention, parce que les gens pourraient quand même faire la maladie et la transmettre. Et je pense que ça deviendrait difficile aussi de contrôler pourquoi lui porte tel masque et pas. L'autre question, c'est en lien avec... L'obligation, en fait, vous avez parlé de 60 à 80%. On a une loi au Québec qui permet l'obligation de vacciner dans des situations exceptionnelles,
de crise sanitaire où on n'a pas la collaboration de la personne. Moi, je tiens à vous dire actuellement, on ne l'a jamais utilisé. C'est pas du tout dans nos cartons. Mais la vie étant ce qu'elle est, pour pas que vous me disiez que j'avais dit jamais on le fera, c'est pas vraiment, là, la probabilité est très, 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 très faible. Mais si c'était nécessaire, on a les moyens de le faire, comme on peut le faire quand on a une menace très importante à la santé. Mais c'est vraiment pas comme ça qu'on fonctionne habituellement. Oui. On va passer à Stéphanie Marin de la Presse canadienne. Bonjour à tous. En fin de semaine, la docteure Caroline Quach, que vous connaissez bien, a mentionné que même avec une vaccination, il fallait s'attendre au Québec au maintien des mesures sanitaires pour un 12 à 18 mois. Je me demandais si vous aviez la même lecture de la situation. Effectivement. Je pense que, vous savez, il faut comprendre que quand on va commencer à vacciner, on n'aura pas vacciné l'ensemble de la population, premièrement. Il va falloir voir comment le virus va réagir à la quantité de personnes vaccinées en termes de niche écologique. Là. Voyez-vous, ça veut dire qu'un virus, ça circule, ça prend toute la place, comme ça s'est fait en influenza dans l'hémisphère sud. Fait qu'on ne pourra pas en arriver à dire maintenant, on se débarrasse des mesures sanitaires parce qu'il va encore continuer un certain temps jusqu'à temps qu'on ait atteint une couverture maximum. Puis l'autre élément, il faut comprendre aussi, il peut y avoir des réintroductions du virus au Québec de par les mouvements comme tels. Fait que je pense que, je ne veux pas non plus être futuriste, tant mieux si ça va mieux, mais de penser que le jour où on a du vaccin, on revient à des mesures, on revient comme avant COVID, à court terme, je pense que c'est non. Quant à la période qu'elle a invoquée, le 12 à 18 mois, est-ce que ça vous semble réaliste? Ça peut être ça. Ça peut être un peu plus court aussi, mais je n'irai pas me faire des débats là, précisément là-dessus. Ce que je voudrais dire en général, ça peut être entre 12 et 18 mois, ça pourrait être 9 aussi quelque part. Tout va dépendre aussi de la quantité de vaccins qu'on va avoir, la réponse à la vaccination de la population. Nous, on va voir que les gens se fassent vacciner, mais c'est une grande proportion qui ne veulent pas se faire vacciner. Ça augmente encore le risque, la prolongation des mesures sanitaires. Et quant à la période du temps des fêtes, vous avez parlé d'une espèce de quarantaine là, possible pour les élèves. Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisagé aussi pour les entreprises, de dire aux entreprises, gardez vos employés en télétravail pour une semaine ou deux après les fêtes, juste pour s'assurer qu'il y ait moins de transmission? Bien, si vous me permettez, les scénarios ne sont pas terminés. Notre premier ministre a donné quelques éléments, mais les discussions ne sont pas encore terminées. Fait que je pense que je préfère ne pas dire des choses qui sont pas nécessairement, qui sont regardées, parce que vous savez, il y en a toute une combinaison. Hein? Qu'est-ce qu'on fait, télétravail, pas de télétravail? C'est sûr qu'on va, on va promouvoir le télétravail comme étant un élément, mais on n'est pas en train de fermer nécessairement des entreprises qui sont ouvertes actuellement. De façon macroscopique, c'est ça. Mais je ne veux pas commenter trop dans le détail, parce que là, on va s'enclencher de multiples questions, puis même si le premier ministre est décideur, c'est clair, mais on n'a pas terminé nos discussions avec lui et ses équipes. Oui, mais a priori, on ne regarde pas pour fermer les entreprises plus qu'elles le sont actuellement, pour une période plus longue que la période qui sera décidée par les entreprises. Merci. Jacques Bissonnet, Radio-Canada. Bonjour, messieurs. Une question pour le Dr Arruda. Je reviens sur le vaccin, parce que ça préoccupe beaucoup les gens, les Québécois, enfin les Canadiens, tout le monde en général. Vous avez donc un plan qui n'est pas tout à fait en place. Est-ce qu'on peut savoir, ce serait quoi la priorité? Et est-ce qu'on parle d'une vaccination massive? Là? Tout à coup, on établit des centres et tout le monde se rend à ces centres-là. Ça se ferait comment, en d'autres mots, et quand? Bon, vos questions sont bonnes. J'aimerais ça connaître exactement la date où va arriver le vaccin, puis en quelle quantité ça va se faire. C'est sûr que, première des choses, on va vacciner les gens qui ont le plus grand bénéfice et qui sont essentiels. Par exemple, les travailleurs de la santé, souvent, là, dans toutes les campagnes de vaccination de maladies importantes, ce sont un groupe qui est priorisé. Après ça, on va aller vacciner probablement les gens qui ont le plus d'impact de la maladie, qui peuvent en mourir et décéder, potentiellement les personnes âgées. On sait que le vaccin de Moderna, même s'il y a eu il y a une efficacité de 95 %, mais il y a aussi démontré qu'il diminue les complications. C'est-à-dire, vous pouvez faire la maladie, mais vous ne ferez pas nécessairement la complication. Donc ça, c'est très intéressant comme information. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en fonction de la quantité, on va, s'assurer de vacciner adéquatement les personnes les plus à risque, qui pourraient être enceintes ou etc. Et on ne fera pas nécessairement des choses de nature à exposer les gens pendant qu'ils attendent, puis faire des grands rassemblements pour la vaccination. On va aller beaucoup plus vers une approche massive, mais sur rendez-vous et non pas comme telle. Mais ça demeure des scénarios à voir. Ça va dépendre aussi à quel moment on va vacciner. Vacciner en été, c'est pas comme vacciner en hiver. Fait qu'il y a tout ça qui est regardé en termes de logistique.
Pourquoi vacciner en été, en hiver? C'est quoi? Vous pouvez plus facilement avoir des gens à l'extérieur. Vous ne pouvez pas faire attendre des gens en file à l'extérieur en plein hiver à moins 30 degrés Celsius en janvier, février. Donc, en termes de risque de propagation, quand c'est fermé, c'est plus grand que si on ferait ça, notamment dans un grand stationnement avec des abris où les gens pourraient passer avec une prise de rendez-vous puis une distanciation de 2 mètres. Petite question, M. Legault. Il y a des étudiants indiens qui ont des privilèges un peu au Québec actuellement et étudient en anglais. Est-ce que vous avez l'intention d'intervenir ou de faire la lumière un peu sur cette situation-là qui est un peu inconfortable pour les autres? Oui, effectivement, j'ai demandé qu'on fasse toute la lumière. Là. Ce que je comprends, c'est qu'il y a des organisations qui chargent des prix importants à des personnes, entre autres en Inde, qui veulent venir au Québec, passent par un collège privé, on ne sait pas dans quel secteur ils étudient, puis à cause, entre autres, de nos programmes, sont acceptés comme immigrants rapidement, puis après, peuvent même changer de province. Donc, c'est pas tout à fait le principe puis l'idée qui est derrière les programmes pour accepter des étudiants étrangers. L'idée, c'est de dire, ceux qui viennent étudier au collège, à l'université, c'est le genre d'immigrants, effectivement, qui répondent aux besoins de notre société, notre besoin du marché du travail. Mais j'ai demandé qu'on fouille ça, là, parce qu'on me parle d'une augmentation là, exponentielle du nombre d'étudiants indiens qui passent par des collèges privés. Donc, c'est quelque chose qui a priori, là, sent pas bon. Merci. Véronique Lauzon, La Presse. Bonjour. On s'approche de la fin du 28 jours, du deuxième 28 jours. Est-ce qu'on y va avec un troisième? Qui prend la réponse facile? Bien, écoutez, là, je disais aujourd'hui, les mesures qui sont en place là, semblent fonctionner. Hein? Donc, habituellement, quand quelque chose fonctionne, on ne le change pas. Ma priorité, notre priorité, c'est vraiment de se concentrer sur le temps des fêtes. Puis si on est capable de garder les mêmes mesures entre le 23 novembre puis les fêtes, bien, ça va nous aider à avoir des plus belles fêtes. Il n'y a rien de décidé encore. Encore là, dans les prochains jours, on devrait être capable de vous dire, y a-t-il des petits changements le 23 novembre? Je pense entre autres aux jeunes, là. Est-ce qu'on peut les aider à avoir un petit peu plus d'activité? C'est des choses qu'on regarde, là, mais ils ne devraient pas, à moins de gros changements, avoir des changements majeurs le 23 novembre. Même pour les restaurateurs. Même pour les restaurateurs. Et je voulais savoir, pourquoi la quarantaine après Noël, alors que le risque pour les grands-parents est avant? Bien, il faut qu'on... Bien, écoutez, comme je vous disais, les discussions ne sont pas terminées, mais c'est que dans le temps des fêtes, il va y avoir des rassemblements. Donc, on va augmenter la probabilité de transmission de cas à l'intérieur de cette période-là. Si les gens qui sont des cas développent leur maladie alors qu'ils sont dans une certaine diminution d'activité, ça va être plus facile de faire les enquêtes sur ces personnes-là et plus facile aussi de les isoler puis d'isoler les contacts. Donc, c'est clair qu'après, vous savez, vous faites vous avez un party, vous attrapez la maladie. Mais si on vous laisse du temps, vous n'êtes pas en circulation, en train d'incuber puis d'infecter vos gens ou vos collègues au travail, etc. C'est pour ça que, dans le fond, après une grande période d'exposition, c'est comme, par exemple, quand vous allez dans d'autres pays, on pense que vous avez peut-être attrapé la maladie. Qu'est-ce qu'on vous dit en revenant? Restez chez vous. C'est un peu dans cette perspective-là. Merci. Clara Loiseau, du Journal de Montréal. Oui, bonjour messieurs. Alors, on a pu voir qu'il y a certaines tranches d'âge, donc les jeunes de 10 à 24 ans, où les cas augmentent. On a l'impression que le message ne passe pas pour cette partie de la population. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour faire respecter les règles? Est-ce que vous comptez, par exemple, redemander à Sarah-Jeanne Labrosse ou à Pierre-Luc Funk de refaire des messages pour essayer de les toucher? Bien, je pense qu'il y a déjà de la publicité qui est faite un peu plus par les jeunes. Est-ce qu'on doit en faire plus? C'est une bonne question. Ça fait partie de ce qu'on regarde actuellement. Si vous me permettez, quand même, le groupe d'âge 20-29 ans, qui a été assez important cet été,
notamment, est en train de baisser. Puis on a vu plutôt le 10-19 ou 0-19 ans augmenter à cause de la rentrée scolaire. Fait que je veux juste quand même mentionner que ce groupe-là, puis il a même encore baissé entre le 1er octobre et le mois de novembre. Là. On sent qu'il est en train de rebaisser. Malheureusement, les cas qu'on voit, c'est beaucoup aussi les personnes âgées, ceux qui vivent les conséquences de la maladie. Donc, ça fluctue dans le temps. Mais je pense que votre idée d'avoir ce qu'on appelle des communications ciblées à travers des médiums qui les rejoignent, là, ça fait partie du plan de communication du gouvernement. D'accord. Puis alors, deuxième question. Bon, après l'Halloween, on a pu voir aussi que les cas ont recommencé à augmenter. Est-ce que vous vous attendez à la même chose après Noël, après les rassemblements? Parce que on se demande si le système de santé va être encore plus perdant après les fêtes, juste pour un petit souper de Noël. Bien, c'est clair que la question, c'est que si les gens ne respectent pas les consignes qu'on essaye de mettre, parce que c'est clair qu'après les rassemblements, là, si on se donne des rassemblements, tout dépend de la quantité, seulement à Noël, au jour de l'an ou à l'ensemble, ça va augmenter la transmission. Le virus est présent, ça serait impensable. Mais là, balancer ça contre le risque d'éviter que grand-maman puisse voir ses petits-enfants un dernier Noël, etc., on accepte ce risque-là, on veut le manager. D'ailleurs, ça va être conditionnel à comment ça va se passer. Si d'ici Noël, on est en augmentation tellement importante des hospitalisations que notre système est en train de craquer. Mais c'est pour ça qu'on demande aux gens de faire les efforts maintenant. Chaque effort que chacun d'entre eux fait va nous permettre de voir notre famille, nos grands-parents comme tels. Il faut penser à eux, il faut les protéger. Mais donc, je pense que c'est pour ça on tient la barre très serrée actuellement pour nous garder à un niveau où on va pouvoir se permettre une augmentation de cas, mais sans faire basculer le système partout. On va passer aux questions en anglais. Questions in English, Montréal Gazette. Jesse Fight with the Gazette. Monsieur Legault, you mentioned that most indicators seem stable everywhere besides Saguenay-Lac-Saint-Jean. Does this mean that we could possibly see some measures loosened in other areas before the holidays, or do you expect them to be in place until then? Okay, what I said is that indicators are stable. I didn't say that they are low. So they are still high. At least they are not increasing. We never know, but for the last few days, it's not increasing. Donc, cela n'augmente pas depuis quelques jours, mais c'est encore assez élevé. C'est pourquoi nous estimons que nous pouvons nous permettre la situation. Mais à cette fin, il nous faut tenir les mesures en place. Question. Dr. Arruda, la commission scolaire anglophone va tenir des élections pendant la pandémie. D'aucuns disent que c'est une erreur. Et allez-vous aller de l'avant et avez-vous l'intention d'autoriser cela? Réponse. Si les protocoles sont suivis, c'est correct. Le fait demeure que nous ne recommandons pas si c'est évitable, mais si c'est nécessaire, c'est possible de le faire selon des protocoles très stricts. Question. Mais quels seraient ces protocoles? Pouvez-vous les expliquer? Réponse. Écoutez, il est question de distanciation, de masques. Il y aurait des postes de désinfection des mains, des postes de contrôle à l'entrée, à la sortie. Il n'y aurait pas d'attroupement à l'extérieur de la salle. Question. Vous avez parlé pour les vacances scolaires de prolonger cela jusqu'en janvier, donc après Noël, et que ce serait comme une forme de quarantaine. Pourquoi ne pas avoir la quarantaine avant Noël pour qu'une fois Noël arrivé, il y aurait moins de danger que ce soit un événement de supercontagion? Réponse. Il est question du côté pratique. On aurait pu décider de confiner tout le monde maintenant, mais l'impact d'arrêter tout est présent et réel. Je pense que les enfants seront à l'école, admettons, jusqu'au 16 décembre. Et ensuite, il faudrait y penser des semaines à l'avant pour faire baisser la transmission. Le virus est un peu partout. Je pense que c'est pour des raisons pratiques. Et c'est plus facile de le faire après. Mais on pourrait examiner les deux scénarios.
Mais l'enjeu, c'est d'avoir une façon de trouver l'équilibre juste. On ne veut pas confiner tout le monde. C'est sur la table. Tout le monde reste à la maison pendant un mois. Ensuite, on ferait baisser le taux. Mais les gens vont s'affoler. C'est peut-être pas réaliste. Question. Pour le présent, les gens font déjà leurs emplettes de Noël. Et il y a un budget visant à faire revenir les gens à notre centre-ville avec des mesures incitatives pour le stationnement. Pourriez-vous peut-être aborder les risques du magasinage de Noël? Réponse. Oui, je pense que c'est très important. Les centres commerciaux sont des endroits où les gens peuvent se rassembler. Donc, nous examinons les recommandations pour que la distanciation soit respectée, l'hygiène des mains, les masques. Et d'autres options sont examinées parce que au printemps, on a eu beaucoup de mesures qui ont été appliquées par certains magasins, mais dans les derniers jours, dans les derniers mois, il y a eu un certain relâchement. Donc, il nous faut revenir à une approche un peu plus stricte. On ne veut pas d'éclosion. Imaginez que vous faites votre magasinage, vous tombez malade, et là, ça vient d'annuler le Noël de toute votre famille. Question sur le même sujet, le magasinage de Noël. Réponse. Alors écoutez, nous examinons la situation, nous sommes en contact avec certains exploitants de centres commerciaux pour s'assurer qu'ils vont suivre les mesures sanitaires en place, car parfois, les directions pour la circulation piétonne, c'est pas clair ou c'est pas respecté. Donc, nous sommes en pourparlers avec eux maintenant. Mais nous avons besoin... On n'a pas besoin de nouvelles mesures. Il faudrait que les mesures actuelles soient mieux respectées. Question. J'ai des questions non reliées à la pandémie. Il y a des menaces d'extorsion par Internet de différents hôpitaux, y inclut l'hôpital général juif. Cela affecte les hôpitaux. Est-ce que vous êtes préoccupé? Est-ce que vous parlez aux hôpitaux? Qu'est-ce que vous faites à cet égard? Réponse. Si vous pensez à la cyberattaque d'il y a quelques semaines, oui, mais ils sont encore touchés par cela. Réponse, oui. La bonne réaction, ça a été de fermer l'ordinateur, parce que comme ça, les renseignements personnels ne sont pas accessibles. Le danger de cela, c'est que cela prend plus de temps pour se remettre. J'ai pas eu de communication depuis une semaine. On a le groupe sur les cyberattaques au Conseil du Trésor, mais cela fait une semaine que j'ai pas eu de conversation. Je ne sais pas s'il y a eu des nouveaux développements. Ce matin, le chef Picard et d'autres ont annoncé une table de concertation sur les Premières Nations. Est-ce que c'est suffisant, selon vous? Réponse. J'ai rencontré le chef Picard, c'était ce matin, avec le ministre Lafrenière. On a eu un bon dialogue, une bonne rencontre. On a abordé beaucoup de sujets. En octobre 2018, rappelez-vous, quand j'ai été élu premier ministre, j'ai rencontré les chefs des différentes Premières Nations à Wendake. Et je leur ai dit que moi, je voulais avoir une sorte d'entente, comme on a avec les Cris. J'aimerais avoir ce genre d'entente avec chacune des autres nations, pour toutes sortes de raisons. Il n'était pas possible de négocier ce genre d'entente. Donc, j'ai demandé au chef Picard de m'aider à cet égard pour qu'on puisse entamer de telles négociations. Nous estimons qu'avec la table de concertation politique où le chef Picard sera là, Anne Lafrenière également, Yann Lafrenière, nous pourrons faire avancer les travaux. Mais nous savons très bien qu'il faut négocier nation à nation
au cas par cas. Et Yann Lafrenière travaille le dossier et j'ose espérer que nous serons en mesure de répondre aux 142 recommandations du rapport Vien, cela le plus rapidement possible. Donc, j'ai demandé au chef Picard d'essayer d'identifier 2 ou 3 priorités pour chacune des nations et ensuite démarrer le processus pour qu'on puisse commencer à avoir des résultats. Je crois qu'il est grand temps que nous voyions des résultats dans ce dossier-là, qu'on voit des gestes concrets, des actions, et la rencontre a été vraiment fructueuse avec le chef Picard. Question. Good afternoon. My question is for the Premier. My first question. Monsieur Legault, on dirait que le Dr Arruda n'approuve pas des élections aux commissions scolaires. Pourquoi avez-vous dit que la santé publique était contre hier? Réponse. Non, j'ai dit que si on respecte des protocoles stricts, je peux l'approuver. Mais je dis que si ce n'est pas vraiment nécessaire, si les élections que vous voulez préparer ne sont pas vraiment nécessaires, ça ne vaut pas la peine de mettre tout ça en place, tous ces protocoles. Question. Donc, c'est approuvé? Oui, la santé publique l'approuve et je crois que c'est important. Et je crois que c'est important d'avoir ces élections parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Deuxième question. Des milliers de tests de dépistage sont faits avec des gens qui ont des symptômes ou des gens qui ont été exposés. Est-ce qu'on peut élargir le bassin vers des gens aléatoires, des gens qui n'ont aucun symptôme? Réponse. Fondé sur nos experts, nous avons optimisé les tests. Il y aura des tests rapides qui seront utilisés dans certaines situations. Je pense que dans le mois qui vient, donc les 2 options en combinaison vont nous aider à comprendre ce qui se passe. Mais moi, je peux vous dire que la situation fluctue de jour en jour et nos experts essayent toujours d'optimiser les tests. Car si vous gaspillez les tests sur un grand nombre de gens qui ne sont pas malades, vous perdez la possibilité de tester des gens dans une zone plus à risque. François Legault, Christian Dubé et Horacio Arruda viennent de faire le point donc sur le bilan de la COVID au Québec avec des chiffres en dessous du 1000 cas par jour. C'est la première fois depuis le 3 novembre que nous avons moins de 1000 cas par jour au Québec, 982 pour être précis, mais le nombre d'hospitalisations est en augmentation, 47 de plus pour atteindre 638. L'obsession de François Legault en ce moment, ce sont les vacances de Noël et ce sont les célébrations de Noël. Le gouvernement planche sur plusieurs hypothèses, mais ça se précise. Donc, il veut permettre de petits rassemblements familiaux. La question, c'est de savoir, c'est quoi un rassemblement familial? Combien de personnes peuvent y participer? Il n'y a pas encore de décision qui est prise, mais le premier ministre affirme qu'au cours des prochains jours, il y aura une décision qui sera rendue et une décision qui sera communiquée aussi aux Québécois. Il veut donner 1 mois de préparation, grosso modo, avant le temps des fêtes pour que les gens puissent se préparer. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont circulé. 2 ménages venant de 2 adresses différentes peuvent se réunir. 3 ménages, 10 personnes maximum peuvent se réunir. Il y a des hypothèses sur la table, il n'y a pas de décision qui est prise. Pour ce qui est des écoles, bien là, ça évolue aussi. Mais ça change de jour en jour. Il n'y a pas de décision prise non plus pour les écoles, mais l'hypothèse qui est sur la table en ce moment, selon le premier ministre, c'est de dire qu'on pourrait prolonger les vacances de Noël après Noël, après le jour de l'an, donc au mois de janvier. Les calendriers scolaires prévoient que les enfants du primaire et du secondaire tombent en vacances autour du 18 décembre et puis qu'ils reviennent à l'école autour du 4-5 janvier, donc quelque chose comme 2 semaines de vacances. L'idée, selon le premier ministre, serait de prolonger les vacances de Noël en janvier. Donc, 1 semaine de plus, 2 semaines de plus,
C'est pas clair. Est-ce que les enfants reviendraient le 11 janvier? Est-ce qu'ils reviendraient le 18 janvier? Donc, est-ce qu'ils auraient été en congé pendant un mois? Un mois, ça a été évoqué publiquement par le premier ministre pas plus tard que la semaine dernière. Alors, est-ce que ce serait des vacances du 18 au 18 pour permettre une espèce de période tampon, de quarantaine après les célébrations du jour de l'an? Donc, une semaine ou deux où les enfants pourraient monitorer leurs symptômes, voir s'ils ont contracté la maladie pendant la période des fêtes et éviter donc de retourner à l'école en étant malade, donc en ayant passé cette période de quarantaine, d'incubation de la maladie, pendant 2 semaines peut-être, avant de retourner à l'école. C'est le plan sur lequel le gouvernement travaille en ce moment, mais il est parfaitement conscient, et ça, M. Arruda l'a dit clairement, parfaitement conscient que en permettant les rassemblements, même petits, même des petits rassemblements familiaux pendant les fêtes, le nombre de cas va augmenter. On s'attend à ce que ça augmente. Donc, avec les contacts qui vont augmenter, on s'attend à ce que ça augmente, mais en même temps, on se dit, ça vaut la peine de permettre aux Québécois de se rassembler pendant la période des fêtes. Et un petit mot sur le 23 novembre, ce qui s'en vient lundi, il n'y aura pas de changement majeur dans les consignes sanitaires, les mesures sanitaires qui sont appliquées, particulièrement en zone rouge. Voilà donc pour le point de presse de François Legault. Doug Ford, est-ce qu'on a le temps d'entendre M. Ford? Était lui aussi en point de presse, le premier ministre de l'Ontario, voici ce qu'il a dit. Alors, je sais que le ministre va s'asseoir avec les autorités sanitaires. Cela va prendre fin bientôt, il y aura une annonce, mais notre objectif, comme province, moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est que les parents veulent que leurs enfants soient à l'école. Et ça fonctionne bien. Sur 4828 écoles, il n'y a qu'une seule qui est fermée. Donc, vraiment, bravo aux enseignants et aux directeurs et aux ministres. Les enfants ont pris beaucoup de temps à l'extérieur de l'école, mais ils sont contents maintenant. J'ai parlé à mon neveu, ma nièce hier soir, ils sont en 8e et 9e année, et ils adorent ça. C'est bon pour leur santé mentale, c'est bon de sortir et ça donne aussi un peu de répit aux parents. N'oublions pas les parents. Et je sais que le ministre Lecce va en parler d'ici peu pour une annonce sur ce qui sera envisagé. Question. Donc, quand les parents entendent la nouvelle d'aujourd'hui, ils se demandent comment se préparer. Que pouvez-vous leur dire sur ce qu'ils doivent faire maintenant pour se préparer pour une possible fermeture de l'apprentissage en classe pendant quelque temps? Réponse. N'attendons peut-être pas les rumeurs. Attendons ce qui sera décidé. Ne nous précipitons pas. Ça ne sera peut-être pas ainsi. Attendons ce que le ministre va dire. Alors, c'est intéressant dans cet extrait. Vous voyez que les réalités sont relativement semblables dans la mesure où, en Ontario, on se questionne aussi sur la fermeture des écoles pendant la période des fêtes. Ça pose le problème, le même problème qu'au Québec, sur les services de garde. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants si les vacances de Noël sont prolongées, alors que les parents retournent au travail? Les services de garde pourraient être ouverts dans les écoles. C'est ce qu'a laissé entendre François Legault il y a quelques instants. C'est tout pour les mordus. Dans un instant, Christian Latreille et l'info. On se retrouve demain à 12h30. Bon après-midi.